Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes, collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Maria Lucenti, Le monde arabo-musulman et l'Occident dans les manuels scolaires d'Italie et de Tunisie, 2021. Jamel Belaïd, L'agriculture en Algérie. Ou comment nourrir 45 millions d'habitants en temps de crise, 2021. Salem Salah, femme tunisienne, Waqf et droit de propriété à l'époque moderne. 18e-19e siècle, 2021. Bernard Legorgeux, La stratégie numérique du Maroc. Vers l'émergence d'un hub numérique régional, 2021. Kamal Guerroua, L'Algérie révoltée. Entre impasse et espoir de changement, 2021. Hossein Malti, Chronique des années Bouteflika, 1999 à 2010, 2021. Jacques Izoulet, Des chrétiens en Afrique du Nord, 1945 à 1962, 2021. Mustapha Chouiki, La symbolique urbaine. Quelle mondialisation pour la ville maghrébine, 2020. Jacques Pousse, Henri Dunant, colon affairiste pionnier du sionisme, 2020. Fouad Kemache, La nouvelle Algérie au défi de se transformer, 2020. Mohamed Arakat, Dire, Études d'impact et politique publique au Maroc, 2020. Sofiane Bouhdiba, De Carthage à Lampedusa, La migration en Tunisie, 2020. Mohand Daït Ahmed, La Grande Kabylie, Arabisation coloniale et histoire fragmentaire, 2019. Meheni Akbal, Archives algériennes de la France coloniale, Réflexion sur la valeur de l'administration communale, 2019. Année 2011. 2011, l'année du printemps arabe. La fièvre qui a régné au sein du monde arabe, que l'on a à tort qualifié de printemps arabe, a été la marque principale de la fin de la première décennie du XXIe siècle. Tour à tour, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, la Libye déclenchaient des révoltes contre les régimes en place avec des fortunes diverses. 3 mois après que Zinedine Ben Ali eut quitté le pouvoir en Tunisie, l'Algérie qui semblait être le terrain le plus favorable à un embrasement immédiat est restée, contre toute attente, plutôt calme. En quoi est-elle différente des autres pays du Maghreb ou du Moyen-Orient ? Va-t-elle connaître elle aussi sa révolution colorée ? Les choses vont-elles changer ? Chapitre 1 Les émeutes de janvier. À noter cependant que l'Algérie a connu une très grave situation, dès le lendemain du Nouvel An. Les émeutes qui ont éclaté à Oran le 4 janvier, puis à Alger le 5 janvier pour s'étaler ensuite à tout le pays le vendredi 7 janvier ont été certes violentes, mais n'ont pas duré. En quoi cette flambée de violence était-elle plus grave que celle connue par le pays par le passé ? Quand on sait que dans le courant de l'année 2010, pas moins de 11 000 émeutes ont été enregistrées à travers tout le territoire ? On aurait effectivement tendance à penser qu'avec une moyenne de plus de 30 par jour, ce genre d'expression du ras-le-bol est devenu tellement courant que l'on n'y fait même plus attention. Jusque-là, toutes les explosions de violence que l'on a connues étaient limitées géographiquement à une ville ou un village déterminé, et portaient sur un motif particulier. Attribution de logements, manque d'eau, réaction à des actions de la police, etc. La différence par rapport au passé est que cette fois-ci c'est l'ensemble du pays qui a été touché, y compris la capitale, ce qui est une grande nouveauté, mais aussi le fait que les jeunes émeutiers, âgés de 14 à 18 ans, n'ont scandé aucun slogan, ne portaient pas de banderole exprimant un besoin quelconque, pas de tag sur les murs. Il est donc clairement apparu que ce qui motivait ces dizaines de milliers de jeunes était leur volonté de manifester ainsi l'abîme de détresse au fond duquel ils se trouvaient, de porter à la connaissance du pouvoir, en s'attaquant aux symboles de l'État et de la richesse, leur rejet de ce régime et du système politique et social qu'il avait instauré. Ce ne sont donc pas des émeutes de la faim, comme l'ont proclamé certains observateurs, mais bien un début de révolte d'essence purement politique. Les causes du ras-le-bol de la population et des jeunes en particulier sont extrêmement nombreuses. Dans une liste sans fin, on relève le chômage qui, selon les statistiques du FMI, touche le quart de la population, une crise du logement endémique,
Nombreux sont les cas où des familles de 12 personnes logent dans un appartement de 2 pièces. Une extension de la pauvreté à une énorme majorité de la population. Des professeurs d'université n'arrivent plus à nourrir correctement leur famille. La corruption qui, telle des métastases cancéreuses, est étendue depuis le sommet du pouvoir, incarné par le président, sa famille et les généraux qui dirigent le pays, jusqu'aux couches les plus basses de la société, le pouvoir d'achat des plus pauvres et des couches moyennes laminé. Plus grave encore, les Algériens souffrent de l'instauration du passe-droit comme seule possibilité de régler les problèmes du quotidien, de la situation catastrophique des structures de santé, notamment les hôpitaux qui sont dans un état de délabrement tellement avancé que l'on a de fortes chances d'y contracter de nouvelles maladies, voire de mourir quand on y va pour soins, de l'injustice et du mépris auxquels ils sont confrontés au niveau des administrations ou de la justice, de l'absence totale de perspective à venir pour les jeunes en particulier, de l'humiliation permanente qu'ils subissent en voyant la masse des biens mal acquis par une infime partie de la population, lorsqu'ils voient les fils de riches s'afficher sans vergogne dans des voitures très haut de gamme ou fréquenter des lieux de plaisir et de loisirs qui leur sont réservés. Il y a aussi le mépris dans lequel le président de la République lui-même tient son peuple, mépris dont il a fait montre en ne se rendant pas au chevet des sinistrés lors de catastrophes naturelles ou suite à de graves attentats, etc. Le sentiment de révolte que cette situation inspire à la population s'exacerbe encore plus quand elle entend le ministre des Finances dire, comme il l'a fait début janvier, que l'Algérie possède des réserves monétaires de 155 milliards de dollars. L'homme de la rue en conclut que le pays est riche, que les dirigeants ne veulent pas le bonheur du peuple et qu'ils utilisent cette manne financière à leur profit uniquement. Cet état des lieux permet de comprendre le ressentiment qu'éprouvent les milliers de jeunes qui ont manifesté leur mécontentement une semaine durant, et d'expliquer l'acharnement qu'ils ont mis à détruire tout ce qui à leurs yeux symbolisait l'État. Ils ont ainsi saccagé ou mis le feu à des daïras, sous-préfectures, des postes de police, des tribunaux, des commissariats de police, des bureaux des impôts, des bureaux de poste. Ils ont aussi vandalisé des agences de la Société nationale de distribution du gaz Sonelgaz, au sein de laquelle ont été révélées de nombreuses affaires de corruption, mais également des écoles, qui de leur point de vue ne servent absolument à rien, si ce n'est à fabriquer des chômeurs. Ils ont également saccagé ou mis le feu à des showrooms de voitures automobiles, des agences bancaires, tout comme ils ont lancé plusieurs assauts contre un énorme centre commercial se trouvant à proximité de l'aéroport d'Alger, à l'intérieur duquel se trouvent des boutiques de luxe de grandes marques mondiales. Voitures, banques, boutiques de luxe, autant de symboles de l'argent auxquels ils se sont également attaqués. À signaler enfin qu'ils ont incendié des bus qui circulent dans la banlieue d'Alger. Particularité de ces bus ? Ils font tous partie de la flotte d'une compagnie dont on dit qu'elle appartient au Premier ministre Ahmed Ouyaya. Quelle est cette étincelle qui a mis le feu aux poudres ? C'est l'annonce par le gouvernement de nouvelles dispositions financières contenues dans la loi de finances complémentaires pour l'année 2011. Au motif de lutter contre le secteur de l'informel, un motif louable certes mais mis en application de manière malhabile et sans aucune réflexion quant aux conséquences, il décidait que toutes les transactions commerciales devaient faire dorénavant l'objet de facturation et de paiement par chèque. Comme mesure immédiate, il donnait ordre aux services de police de faire la chasse aux petits vendeurs à la sauvette et de saisir toutes leurs marchandises. Or, ces vendeurs de rue qui ont pour seul étal le trottoir ou éventuellement un banc, sont extrêmement nombreux. Les marchandises qu'ils vendent proviennent de trafics en tout genre et portent sur des objets d'une valeur marchande de quelques dizaines de dinars. Ces vendeurs sont tous issus des catégories sociales les plus pauvres, alors que certains parmi eux sont même titulaires de diplômes universitaires. Quant aux revenus journaliers que rapporte ce petit commerce, ils ne dépassent pas quelques centaines de dinars avec lesquels ils font souvent vivre des familles nombreuses. Pour ces jeunes, c'était la mesure de trop. Certains parmi eux qui ont participé aux émeutes ont déclaré aux journalistes qui les ont approchés : « Si ce pouvoir ne veut pas de nous, il n'a qu'à le dire. Qu'il nous expulse vers un autre pays. On est prêt à lui laisser celui-ci. Ou encore, quand on veut partir, on nous met en prison. Quand on vend, on se fait saisir sa marchandise. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'on vole ? Qu'on se drogue ? Qu'on tue ? » Comment a réagi le pouvoir face à ce déchaînement de violence ?
Ce fut d'abord pendant 48 heures le silence le plus complet, à l'issue desquelles le ministre du Commerce Moustapha Benbada a été le seul à tenter d'expliquer par une déclaration très technique les raisons de l'explosion sociale, tout en promettant que le gouvernement allait y apporter une solution dans les tout prochains jours. Il fut suivi par le ministre de la Jeunesse et des Sports Hachemi Djiar qui se couvrait de ridicule en demandant aux jeunes de manifester pacifiquement et de dialoguer de façon pacifique et civilisée, loin des actes de vandalisme qui ne mènent nulle part. Le ministre avait tout simplement oublié que le pays vivait sous état d'urgence depuis 20 ans, que le gouvernement lui-même avait fermé face à la population toute voie pacifique et civilisée d'exprimer des doléances et que les manifestations étaient interdites. Contrairement à la position officiellement affichée par le pouvoir de tenir les mosquées loin de toute action politique, le ministre des Affaires religieuses demandait le jeudi 6 janvier aux imams de prononcer des prêches favorables au gouvernement lors de la grande prière du lendemain vendredi. Le cafouillage des autorités devenait encore plus complet quand on vit le vice-président de l'Assemblée nationale et membre important du RND, parti du Premier ministre Ahmed Ouyaya, Sédic Chieb, chercher les causes des émeutes dans l'action des spéculateurs et lobbies de l'agroalimentaire. Le secrétaire général du FLN, le parti du président, allait lui aussi dans le sens de la théorie du complot en déclarant que c'était l'Algérie qui était visée par les spéculateurs dont il fallait contrer l'action. En plus de l'impression d'amateurisme dégagée par les interventions des différents responsables qui se sont exprimés sur la question, on relevait chez tout la tendance à laisser croire que ces émeutes avaient pour cause unique l'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires, le sucre et l'huile en particulier. Traduction : les jeunes et le peuple d'une manière plus générale sont plutôt satisfaits de la conduite des affaires du pays, puisqu'ils n'ont exprimé aucune revendication politique. Quant à l'augmentation des prix, nous n'en sommes pas responsables. Intervenant finalement dans le débat après 5 jours de silence, le ministre de l'Intérieur Daoud Kabliya cherchait lui aussi à minimiser la portée des émeutes. Il déclarait que les jeunes émeutiers étaient constitués de 2 groupes, des bandes de voleurs d'un côté et ceux qui dénonçaient l'augmentation des prix de l'autre. Il poursuivait que le fait que ni les fonctionnaires, ni les commerçants n'avaient participé au mouvement de grogne, indiquait bien que ce n'était là qu'un petit accès de fièvre. Il oubliait de dire que les émeutiers représentaient néanmoins 75% de la population du pays. Puis vint le temps de l'action gouvernementale censée éteindre le feu, marquée elle aussi par des cafouillages tous azimuts. Ce fut d'abord une marche arrière sur les dispositions arrêtées dans la loi de finances, et entrées en vigueur tout juste une semaine auparavant. Un conseil interministériel décidait purement et simplement la légalisation du commerce informel, en ce sens qu'il renonçait à imposer la vente par facture et le paiement par chèque, alors qu'il avait jusque-là fait plutôt semblant de ne pas s'en rendre compte. De même, des instructions étaient données au service de contrôle des prix de fermer les yeux sur les ventes à la sauvette, qui devenaient elles aussi quasiment légales. Ces dispositions ont permis de mettre fin aux émeutes, mais ont cependant constitué un précédent grave dans la gestion des affaires du pays, puisque le régime avait ainsi fourni la preuve non seulement de son incompétence, mais aussi qu'il était disposé à faire les concessions même les plus illégales pour assurer sa survie. Les observateurs s'accordent à dire que cette petite victoire du peuple risque cependant de peser lourd à l'avenir, la population ayant compris qu'elle pouvait faire reculer le pouvoir. L'action suivante du gouvernement, marquée encore une fois par un énorme cafouillage, a été d'essayer de justifier aux yeux de l'opinion cette reculade tout en imputant la cause des émeutes aux spéculateurs. Il s'agissait de trouver un bouc émissaire, mais aussi de procéder à un règlement de compte entre clans opposés du régime. Cela commençait par un communiqué du ministre du Commerce dans lequel il dénonçait les activités spéculatives de certains, et baisser les taxes applicables au sucre et à l'huile de 52% à l'importation et de 22% à la production. Il fixait dans le même communiqué les prix de vente maximum de vente au détail de ces 2 produits. Le spéculateur visé, il y en a un seul aux yeux du ministre, est Issa Adrebrab, un très gros industriel qui se trouve à la tête du groupe Cévital, qui possède des usines de traitement de sucre et d'huile et qui couvre une part très importante du marché, de l'ordre de 50%. Sachant qu'Issa Adrebrab est un ami de Mohamed Théoufik Médienne, patron du DRS,
C'est donc ce dernier qui était visé par une telle déclaration. Mettant en application les directives du ministre du Commerce portant révision du niveau des taxes, le groupe Cévital annonçait des prix de vente du sucre et de l'huile nettement inférieurs à ceux fixés dans ces directives. De leur côté, les importateurs, dont Nesar notamment, qui bénéficiaient d'une détaxe plus importante alignaient leurs prix sur ceux annoncés par le ministre. Colère de ce dernier qui sommait alors Issa Adrebrab d'en faire de même et l'accusait de vouloir pousser les importateurs à la faillite, afin de se trouver en situation quasi monopolistique. La polémique qui s'ensuivit illustrait parfaitement la situation à la Kafka que vit journellement l'Algérie, et mettait en exergue le ridicule d'un gouvernement qui, en pleine tempête sociale et en raison de règlements de comptes internes au régime, prenait le risque d'accentuer la colère du peuple en s'opposant à une diminution des prix de matières de base dont celui-ci aurait profité. Le DRS n'était pas lui non plus, en reste pour ce qui est des manœuvres. Les émeutes qui avaient à l'origine été conscrites aux deux grandes villes que sont Alger et Oran, se sont propagées le vendredi 7 janvier à la totalité du pays. D'est en ouest, toutes les villes du pays, une cinquantaine au moins, ont connu quasiment à la même heure une flambée de violence simultanée. Il est clair qu'une telle coordination des actions n'a pu être organisée que par le DRS. Par ailleurs, nombre de ces mouvements de foule ont été provoqués par des rumeurs. Or il est connu qu'en Algérie, ce sont les services qui, grâce à leur très dense réseau d'agents et d'informateurs, propagent les rumeurs. Enfin les journalistes, dont ceux de l'AFP notamment, ont noté la présence de policiers en civil, donc des agents du DRS, parmi les émeutiers. Cependant, tout comme la sécurité militaire qui avait manipulé les émeutes du 5 octobre 1988, le DRS s'est retrouvé dépassé par les événements. Les patrons des services auraient souhaité que ces jeunes qui ont laissé exploser leur colère le fassent en scandant des slogans anti-Bouteflika, ou éventuellement en faveur des thèses islamistes, ce qui aurait été tout bénéfice pour eux dans les deux cas de figure. Le rôle des policiers en civil était précisément celui de pousser les manifestants dans ce sens. Or ceux-ci n'ont affiché aucun slogan particulier et n'ont bien au contraire exprimé à travers leurs actes que leur rejet de tout le système politique algérien. Que peut-on dire de tout cela ? Abdelaziz Bouteflika est sorti bien affaibli de cette énième crise de régime. Le DRS n'est pas pour autant grand vainqueur. Il a démontré qu'il avait atteint ses limites en matière de manipulation et qu'il avait lui aussi tout à craindre des réactions du peuple. Chapitre 2 : L'Algérie est-elle une exception au sein du monde arabe ? Ceci étant, on est en droit de se demander, au moment où l'on assiste en Tunisie voisine, à la fin du régime Ben Ali, est-ce qu'un scénario à la tunisienne est, dans les circonstances actuelles, possible en Algérie ? La réponse est clairement non. Pourquoi ? Les révolutions actuellement en cours dans les pays arabes ont une caractéristique commune, la soif de liberté et de dignité. Elles ont néanmoins chacune ses caractéristiques propres qui dépendent du passé historique de chaque peuple, du pouvoir et du système politique en place, du degré de politisation de chacune des sociétés et de leur détermination à bouleverser l'ordre établi. Les Algériens, peuple rebelle s'il en est, son passé en témoigne, étaient considérés jusque-là comme les champions de la contestation au sein du monde arabe. C'est parce qu'ils ont exprimé à maintes reprises leur désir de changement, que tous les observateurs étaient convaincus qu'au lendemain de la chute du régime Ben Ali en Tunisie, le pays suivant sur la liste des contestataires serait l'Algérie. Or depuis, il y eut des révoltes avec des degrés de réussite et de violence divers en Égypte, en Libye, au Yémen, en Syrie, dans certaines monarchies du Golfe, tandis qu'en Algérie c'était le calme plat. Comme si le peuple algérien était resté en marge de l'histoire. Pourquoi une telle exception ? L'Algérie va-t-elle rater le train de l'espérance et de la liberté ? Et de quoi sera fait l'avenir du pays ? Nombreuses sont les raisons qui expliquent ce calme apparent. C'est bien avant la chute du mur de Berlin que le vent de la liberté a soufflé sur l'Algérie. C'est le 5 octobre 1988 que le peuple algérien a déclenché et gagné sa bataille contre le régime du parti unique. C'est ce jour-là qu'il a fait plier, au prix de 500 morts, le pouvoir en place et arraché l'instauration d'une société libre et démocratique. Multipartisme, liberté d'opinion, liberté de la presse,
tenue d'élections libres en 1990 et 1991, telles sont les victoires Q'. Il avait alors obtenu. C'est contradictoire mais c'est ainsi. C'est parce qu'il a près de 23 ans d'avance sur le cours de l'histoire du monde arabe que le peuple algérien affiche aujourd'hui une certaine torpeur. Il semble là, fatigué, épuisé, ses ressorts sont comme brisés, car il a très chèrement payé ce rôle de pionnier. Après la jacquerie d'octobre 1988, il y eut, comme on le sait, une guerre civile qui a duré une douzaine d'années, dont tous les feux ne sont d'ailleurs pas totalement éteints. Une guerre au cours de laquelle, à la violence aveugle des uns désirant arriver coûte que coûte au pouvoir, ont répondu le noyautage et les manipulations des autres qui ont tout fait pour s'y maintenir, quitte à entretenir et à attiser cette violence. Bilan : 200 000 morts et un peuple meurtri et traumatisé. Vivre en paix, c'est ce que souhaitent le plus ardemment les Algériens aujourd'hui. Ils craignent de connaître à nouveau une répression démesurée de la part de la police politique, mais ont aussi une méfiance absolue à l'égard de tout dogme et de tout mouvement politique qui pourrait détourner à son avantage leur colère, comme cela s'est passé avec les islamistes durant la décennie 1990. Cette désaffection à l'égard de tout mouvement politique a été amplifiée par les actions de déstabilisation du pouvoir qui s'est arrangé pour organiser des scissions à l'intérieur de la quasi-totalité des partis, des implosions accompagnées de tentatives souvent réussies, de compromission des leaders. Quant à ceux parmi les responsables de partis qui ont pu échapper à de tels noyautages, ils sont considérés à tort ou à raison, par la population comme partie prenante du pouvoir et donc responsable des malheurs qu'elle a vécus de 1992 à ce jour. La convergence de ces facteurs a abouti au final à une dépolitisation du peuple et des élites. Il n'en reste pas moins que l'on assiste journellement à d'innombrables révoltes, souvent très violentes, au cours desquelles les revendications exprimées sont soit purement corporatistes, soit d'ordre financier ou social. Ceci malgré le fait que le désir de changement du système politique en place soit profondément ancré dans le subconscient du peuple, qui par instinct sent que c'est en cela que réside la solution à ses nombreux problèmes existentiels. L'expression de ces aspirations est par ailleurs parasitée par l'opacité du régime et par le flou qui enveloppe le pouvoir. Les Algériens comprennent ou ressentent qu'à l'inverse de ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte, il ne suffit pas de dire Bouteflika dégage pour faire évoluer les choses. Ils se souviennent que l'une des conséquences de la révolte d'octobre 1988 a été le départ du président Chadli Benjedid, sans que pour autant ne soit ébranlé le pouvoir en place. Celui-ci a non seulement survécu à la crise, mais en est même sorti renforcé. Ils ont bien compris que dans leur pays, il était dual et que tout comme un iceberg, il avait une partie visible et une autre qui ne l'était pas. Ils savent ou ils ressentent qu'à côté de celui du président, il existe un autre pouvoir autrement plus puissant et plus difficile à combattre, celui de l'armée incarné par le département du renseignement et de la sécurité, DRS, la police politique du régime. Alors, qui faire dégager en premier lieu Bouteflika ou le DRS ? Il est évident que ce sont les deux à la fois, qui doivent partir si l'on veut aboutir au véritable changement. Ce qui est une mission quasi impossible, car malgré les luttes intestines auxquelles se livrent les deux clans, ils deviennent totalement solidaires dès lors que leur survie est en jeu. Les leçons du passé et la peur de la répression étant donc les causes de cette sorte de lassitude qui aurait envahi le peuple algérien, comment alors expliquer que dans le courant de l'année 2010, il aurait été recensé par les services de gendarmerie pas moins de 11 000 émeutes à travers tout le territoire ? L'une des principales causes de ces révoltes réside dans la très grave crise de logement que connaît l'Algérie depuis plusieurs décennies déjà. Malgré les efforts fournis par l'État pour y pallier, le déficit demeure très important. C'est pourquoi chaque distribution de nouveaux lots de logements sociaux est systématiquement suivie d'émeutes, marquées de violents affrontements entre les forces de l'ordre et la population, au cours desquels des locaux administratifs sont saccagés, voire incendiés. Les citoyens dont les demandes n'ont pas été satisfaites accusent, souvent avec raison, les commissions d'attribution de favoritisme. Maintes autres raisons sont cause d'émeutes, avec pour caractéristique de plus en plus évidente que si le ras-le-bol est général, son expression est plutôt sectorielle. Toutes les professions, toutes les franges de la population font dans la grogne sociale et demandent qui de meilleurs salaires, qui des avantages matériels,
qui des conditions de travail décentes, qui un enseignement de qualité. Car tous ont compris que le pouvoir était faible, et qu'il était prêt à toute compromission qui lui garantirait sa pérennité. Les Algériens ont une façon très imagée d'exprimer ce ressenti. C'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut manger, disent-ils. La situation en Algérie est différente de celle des autres pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, aussi en raison du fait qu'il y existe aujourd'hui deux centres de pouvoir, celui du président et celui du DRS. Ceci résulte de l'indolence avec laquelle Chadli Benjedid a géré le pays durant la décennie 1980. Les services spéciaux qui étaient jusque-là totalement contrôlés par le président de la République ont pris l'ascendant sur lui, et se sont complètement accaparés du pouvoir, tant et si bien que de 1990 à nos jours, ce sont eux qui détiennent le véritable pouvoir et tous les présidents qui se sont succédés depuis se sont retrouvés placés sous leur coupe et non le contraire. C'est pourquoi, à l'inverse de la Tunisie ou de l'Égypte, si une révolte populaire venait à renverser le président, elle ne mettrait pas pour autant fin au régime. Bien au contraire, elle renforcerait le pouvoir du DRS. On sait qu'au lendemain du 5 octobre 1988, les généraux algériens, qui venaient ainsi de perdre les pouvoirs politiques et économiques qu'ils s'étaient octroyés avec l'arrivée de Chadli Benjedid au sommet de l'État, ont détourné d'abord à leur profit les réformes qu'il avait initiées en infiltrant et manipulant tous les mouvements d'opposition qui avaient vu le jour, jusqu'à les faire éclater, avant d'instrumentaliser le plus important des apostrophes, entre eux, le Front islamique du salut, FI, et aboutir ainsi à une situation de guerre civile qui a coûté la vie à 200 000 personnes. C'est pourquoi la jeunesse algérienne qui constitue le moteur qui permettrait le changement, semble avoir renoncé à toute idée de révolution et n'aspire qu'à une seule chose: quitter le pays par quelque moyen que ce soit pour refaire une vie paisible ailleurs. L'autre spécificité de l'Algérie, par comparaison avec la Tunisie ou l'Égypte, est qu'elle a des recettes pétrolières très importantes qui sont devenues encore plus grandes depuis l'éclatement de la révolution en Libye et l'augmentation du prix du baril de brut. Grâce à ce nouveau matelas de devises et aux 155 milliards de dollars de réserves financières préexistantes, le régime algérien peut acheter la paix sociale. Il n'a pas hésité à le faire au lendemain des émeutes de début janvier. Il vient de refaire une opération identique, en adoptant lors du dernier Conseil des ministres de nouvelles mesures économiques. Par ailleurs, il apparaît de plus en plus clairement que la fièvre qui a saisi la rue arabe est suivie, canalisée, voire orientée ou pilotée par les États-Unis. La main américaine est présente et est plus ou moins pesante selon le poids ou la valeur stratégique que les Américains accordent à tel ou tel pays. Dans le cas de l'Algérie, s'agissant d'un pays pétrolier important fournisseur des États-Unis, dans lequel sont présentes nombre de compagnies américaines, les USA lui accordent un intérêt tout particulier. Cet intérêt s'est accru depuis que l'armée américaine a décidé de s'installer dans le Sahel. La position stratégique de l'Algérie et son rôle de puissance régionale en ont fait un acteur incontournable aux yeux des Américains. Ces deux facteurs, le pétrole et le Sahel, font de l'Algérie une pièce moins importante certes que l'Égypte, mais nettement plus que la Tunisie sur l'échiquier moyen-oriental des États-Unis. Aussi, ces derniers, s'ils décident de favoriser le changement de régime ou de système de gouvernance, s'arrangeront pour contrôler, comme dans le cas de l'Égypte, de très près la période transitoire et à éviter tout dérapage qui pourrait porter atteinte à leurs intérêts. L'autre raison qui explique en partie le calme apparent du peuple algérien sont les commissions juteuses perçues sur quasiment l'ensemble des contrats passés avec l'étranger, qu'il s'agisse d'achats de matériel et d'équipements, de fournitures de prestations diverses, ou de réalisation de grosses infrastructures, mais aussi celles versées en contrepartie du soutien de tel ou tel membre du sérail à telle ou telle compagnie pétrolière, qui ont contribué à l'enrichissement rapide de très hauts responsables de l'État ou de personnes qui gravitent dans l'orbite du pouvoir. Afin de pérenniser une telle situation, cette oligarchie a dû s'appuyer sur un large réseau de complicité, mais a dû également permettre que jusqu'au plus bas de l'échelle sociale, le petit peuple se livre lui aussi à des activités économiques illicites, d'un niveau nettement moindre bien entendu. Le pouvoir a réussi ainsi à rendre une très large partie de la population algérienne complice de ses propres turpitudes. Ce qui lui a permis de se mettre à l'abri de tout reproche, voire de toute poursuite judiciaire,
mais également de créer un désir d'enrichissement chez tous ceux qui ont bénéficié du système et qui n'ont nullement envie de se rebeller contre le régime qui les a fait ainsi profiter de ses retombées. L'émiettement des revendications devenues corporatistes et le fait qu'elles soient d'ordre financier arrangent bien les affaires du régime qui peut satisfaire sans grosse difficulté de telles demandes. Il lui suffit pour cela de piocher dans les 155 milliards de dollars de réserves financières générées par la rente pétrolière. Parmi les mesures prises depuis le mois de janvier, citons les salaires des professeurs d'université qui ont été quadruplés, passés de 50 000 à 200 000 dinars par mois, ceux des greffiers augmentés de 110%, le déblocage de 2 000 milliards de dinars environ pour financer des mesures sociales, des prêts à 0% pour les jeunes, la reculade face à la révolte des vendeurs au noir de marchandises en tout genre, les transactions économiques sans facture et sans chèque autorisé, l'augmentation des salaires et primes des gardes communaux, le doublement des salaires des policiers, etc. Ceci permet également au pouvoir de clamer, comme cela a été fait encore récemment par le Premier ministre, qu'il n'y a pas de crise politique en Algérie, mais des problèmes sociaux uniquement. Le rôle passif des grandes puissances, celui des États-Unis en particulier, est une autre raison qui explique le calme qui semble régner actuellement en Algérie. On a vu que c'est à partir du moment où les Américains ont fortement soutenu les révoltes en Tunisie ou en Égypte, que les régimes en place sont tombés. A contrario, c'est parce qu'un changement de régime à Bahreïn n'arrangeait pas leurs intérêts qu'il n'a pas eu lieu. C'est visiblement le cas en Algérie aujourd'hui où l'Occident dans son ensemble ne semble pas souhaiter, tout au moins dans l'immédiat, une révolte qui ne peut être que violente. Il y a déjà fort à faire avec la Libye, où Américains, Britanniques et Français risquent de se retrouver englués militairement face à un colonel Kadhafi, dont on imaginait un départ du pouvoir beaucoup plus rapide. Avec en plus au bout du compte une grande incertitude quant à l'avenir de ce pays, vu les lubies du bouillant colonel et les actes de folie dont il est capable. Car ne l'oublions pas, la Libye est un important pays pétrolier et si les événements qui s'y déroulent à l'heure actuelle n'ont pas provoqué de pénurie, ils ont néanmoins déclenché une vague de spéculation qui a poussé le prix du baril de pétrole à un niveau extrêmement élevé. Si l'Algérie devait se trouver à son tour, prise dans un tourbillon de violence, les retombées sur la scène pétrolière mondiale sont imprévisibles et partant inquiétantes. C'est pourquoi les grandes puissances, les États-Unis et la France en particulier, se sont contentés jusqu'à ce jour de quelques vagues déclarations d'intention et de condamnation plutôt soft de certains agissements du pouvoir d'Alger. Pas question pour le moment de soutenir une quelconque révolution fleurie. David Pierce, ambassadeur à Alger en partance pour son nouveau poste à Kaboul, s'est borné à déclarer qu'il serait bon que le changement en Algérie se passe de manière pacifique et dans un esprit de tolérance. Chapitre 3 : L'Algérie va-t-elle sortir de sa torpeur ? On ne semble pas avoir pris conscience au sein du régime de la tourmente qui pointe à l'horizon. On continue de penser et d'affirmer, comme l'ont fait plusieurs hauts responsables de l'État, que la situation en Algérie était totalement différente de celle des autres pays arabes, qu'il n'y avait pas de risque d'explosion de violence et que le pays n'avait nullement besoin de réformes politiques. Peut-être se sentent-ils protégés par la baraka qui les a servis jusqu'à présent ? En effet, depuis l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, les prix du pétrole ont atteint des sommets, confortant ainsi l'assise financière du pays. Des pluies exceptionnelles se sont abattues sur l'Algérie durant ces dernières années et ont permis des rendements records de l'agriculture, tandis que la divine surprise des attentats du 11 septembre a mis définitivement à l'abri de la justice des hommes tous ceux dont les mains étaient tachées de sang. Cependant, la vague d'émeutes qui a déferlé sur tout le pays au début du mois de janvier dernier a démontré à tous qu'un grain de sable pouvait à tout moment venir gripper la machine, et que le tableau idyllique décrit par les hommes du pouvoir pouvait se transformer en enfer. La particularité de ces émeutes est qu'après avoir éclaté à Oran, elles se sont très vite diffusées à travers tout le pays. Le fait qu'elles aient été menées par des jeunes sans leadership particulier a fait très peur au régime. Les deux clans du pouvoir, celui du président et celui du DRS, hésitent à choisir entre deux postures antagonistes. Doivent-ils unir leurs efforts et affronter ensemble la colère du peuple le jour où elle se déclenchera ? Ou alors, se faire la guerre, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité de la situation dans laquelle se trouve le pays,
et espérer ainsi échapper chacun de son côté à la vindicte populaire? Pour le moment, ils ont opté pour le chacun pour soi. Sous la pression des États-Unis, ils auraient cependant décidé d'anticiper les événements et pris quelques mesures d'ordre économique destinées à répondre aux demandes les plus pressantes de la jeunesse. Dans le domaine de l'emploi, il avait été créé par le passé ce que l'on a appelé le dispositif d'attente à l'insertion professionnelle, qui représente à vrai dire un stage de formation professionnelle de longue durée réservé aux titulaires de diplômes universitaires et aux techniciens supérieurs. Les bénéficiaires de ce dispositif effectuaient jusque-là ce stage pendant 12 mois durant lesquels ils étaient rémunérés. En vertu des nouvelles dispositions arrêtées le 22 février dernier, cette durée est portée à 3 ans renouvelables quand l'employeur est une administration, et à 12 mois renouvelables quand il s'agit d'une entreprise. Par ailleurs, s'agissant de ce que l'on appelle les contrats de travail aidés qui représentent des postes de travail en surnombre auxquels peuvent postuler des universitaires ou des techniciens supérieurs qui se retrouvent, pour une raison ou pour une autre, au chômage, leurs bénéficiaires continueront dorénavant de percevoir, de la part de l'État, durant 3 années, une indemnité égale au salaire perçu jusque-là. Toujours dans le domaine de l'emploi, le gouvernement a décidé de diminuer, de 80% à 90% suivant la zone géographique, le montant des cotisations sociales versées par les employeurs pour toute nouvelle embauche. Au plan politique, c'est, semble-t-il, à la demande des États-Unis que d'intenses tractations se seraient enclenchées entre Bouteflika et Théophik. Elles devraient aboutir à une solution de sortie de crise. Côté DRS, on laisse entendre que ce dernier aurait perçu une certaine impatience chez les Américains qui ne souhaiteraient pas attendre 2014 pour voir l'Algérie emprunter une voie plus démocratique. C'est pourquoi le DRS, privilégierait un schéma plus rapide, semblable à ceux mis en place en Tunisie et en Égypte, comprenant la constitution d'un gouvernement de transition dont la durée de vie serait limitée, 6 mois, et dont la tâche serait de conduire les affaires courantes et d'organiser des élections législatives dans un délai de 6 mois. En parallèle serait installée une commission indépendante qui serait chargée d'étudier et proposer une nouvelle constitution. Pour clore le chapitre institutionnel, une élection présidentielle anticipée serait organisée dans un délai maximum d'1 année. Comme on peut le constater, ce scénario fait la part belle au DRS, puisqu'il aboutirait au final uniquement à éjecter Bouteflika du fauteuil présidentiel, lui faisant ainsi supporter à lui seul la débâcle du régime algérien. Côté Bouteflika, son alliance avec le chef d'état-major a bouleversé cette donne. L'état d'urgence a été levé en principe. La loi adoptée à cet effet comporte cependant des chaussettes-trappes, qui reflètent des règlements de comptes internes au système. Le maintien de l'ordre public relève dorénavant des autorités civiles, les forces de police essentiellement. Il est en effet dit dans la loi que l'armée peut être mise à contribution dans les opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion, et que le chef d'état-major est chargé du commandement, de la conduite et de la coordination de ces opérations. À travers ce langage juridique, en apparence normal, 2 objectifs sont visés par le président. Il s'est laissé la possibilité de réinstaurer l'état d'urgence et donc de faire appel à l'armée à partir du moment où il jugera, lui et lui seul, qu'il est devenu nécessaire de lutter contre la subversion, c'est-à-dire contre une révolte populaire. Dans ce cas, l'intervention de l'armée se fait sous les ordres du chef d'état-major, ce qui signifie une mise au pas du chef du DRS placé ainsi sous la tutelle du patron de l'armée. Ces tractations extrêmement importantes quant à l'avenir de Théophik Médienne ont eu pour conséquence qu'il a fallu attendre 3 mois avant qu'Abdelaziz Bouteflika ne tire publiquement quelques conclusions des révoltes survenues en janvier et ne s'adresse à son peuple. 3 mois durant lesquels le pays dans son ensemble bruissait de rumeurs, diffusées par le pouvoir lui-même, quant aux actions éventuelles qu'il comptait engager dans le futur. Dans une adresse à la nation, il a promis de réviser la Constitution, de permettre la création de chaînes de télévision thématiques et de favoriser la transparence de la vie politique en permettant une plus grande liberté d'action des partis. Autant de promesses que toute la classe politique, ainsi que l'ensemble de la presse, ont sévèrement critiquées, considérant qu'elles ne répondaient absolument pas au désir de changement du système voulu par le peuple. En d'autres temps, disent-ils, c'eût été des avancées importantes, mais la révision de la Constitution a été faite en 2008,
adopté par un vote à la hussarde à l'unanimité du Parlement pour aboutir simplement à supprimer la limitation à 2 du nombre de mandats du président de la République. Favoriser la transparence de la vie politique ? Il suffirait, ajoute-t-il, que le pouvoir respecte les lois en vigueur qui permettent la création et l'activité des partis, ce qui est loin d'être le cas. Quant à l'audiovisuel, Bouteflika serait mieux averti de permettre l'ouverture des chaînes existantes à l'opposition. Tout compte fait, cette intervention est jugée plutôt comme un non-événement. Ce qui a, par contre, attiré l'attention de tous les observateurs, c'est l'état de santé très détérioré du président tel qu'il est apparu sur les écrans de télévision, suscitant ainsi toutes sortes de supputations. Nonobstant toutes les manœuvres de coulisses, l'Algérie se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Les choses semblent être figées dans un immobilisme total, car le système se sent fort en raison de la rente pétrolière. En dehors du FFS, le vieux personnel politique de l'opposition se trouve piégé par les positions qu'il a adoptées durant la décennie noire et on ne voit par ailleurs pas émerger de nouveaux leaders. C'est pourquoi le régime clame sur tous les toits : si nous ne gouvernons pas, personne ne peut le faire. Et de fait, de par le système de cooptation instauré par les hommes du pouvoir depuis une cinquantaine d'années, il n'y a personne pour les remplacer. Parce que cette cooptation se limite à puiser les candidats aux postes de très haute responsabilité, dans le même vivier dont ils ont épuisé toutes les disponibilités. Bouteflika en est le symbole frappant. Il avait tout juste 25 ans quand il a occupé le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports du premier gouvernement de l'Algérie indépendante en 1962. Il en a 74 aujourd'hui et est perclus de maladie. Il en est ainsi d'ailleurs de tous ceux qui détiennent les vraies rênes du pouvoir. L'immobilisme actuel est dû aussi au fait que le DRS était dans l'attente des annonces de Bouteflika. Il savait bien entendu que sous couvert de réformes politiques, l'objectif visé par le président était la réhabilitation du FI. Aussi a-t-il mis à profit la période d'attente à fourbir ses armes en vue du lancement d'une grande offensive destinée à contrer cette initiative et à neutraliser toute action du chef d'état-major devenu l'allié du président. En dépit de ces facteurs handicapants, auxquels s'ajoute la sous-politisation de la génération actuelle et la peur du lendemain qui hante tous les esprits, des réformes politiques n'en restent pas moins incontournables. Si le régime ne les initie pas, ce sera alors la rue ou la pression de l'étranger qui les imposeront. Chapitre 4 : Au lendemain des annonces de Bouteflika, la lutte des clans reprend de plus belle. À la veille des annonces faites par Bouteflika le 15 avril, les observateurs politiques émettaient des pronostics quant aux mesures qu'il comptait prendre. La majorité pensait qu'il envisageait de mener de profondes réformes politiques, car il aurait constaté que le changement était inéluctable. Dans le sillage de la Charte pour la réconciliation nationale qu'il avait fait approuver en 2006 et qui constitue la pierre angulaire de son credo politique, il engagerait une large consultation nationale à laquelle il ferait participer les franges les plus représentatives de l'éventail politique algérien, le FLN pour le clan nationaliste, le FI ou ce qu'il en reste pour le clan islamiste et le FFS en tant que parti représentatif de l'opposition, et que de cette consultation sortirait un grand projet national, une nouvelle charte en somme, qui serait mise en application. Ces observateurs affirmaient haut et fort que la pression de la rue et celle de l'étranger, des États-Unis notamment, l'obligerait à lancer ce grand projet immédiatement, une façon de prendre tout le monde de vitesse, le DRS surtout. Il y avait cependant une minorité de gens lucides qui affirmaient que cela ne correspondait pas aux convictions profondes de Bouteflika, que ce qui l'intéressait d'abord et avant tout, était d'arriver au moins jusqu'au terme de son mandat, que ses tendances dictatoriales, son envie de sortir vainqueur de sa lutte contre Théophik Médienne et son profond désir de battre le record de longévité au pouvoir de son mentor Ouari Boumedienne, ne plaidaient pas en faveur du changement. Cette catégorie d'observateurs prédisait même que les annonces que ferait Bouteflika ne serviraient certainement qu'à gagner du temps. On a cependant noté, dès le lendemain de la prestation télévisée de Bouteflika, des réactions en cascade de différents protagonistes. Première constatation, le taux de l'euro ne cessait d'augmenter sur le marché de change informel, signifiant ainsi une très forte demande de la monnaie européenne sur ce marché. Les sommes très importantes échangées,
indique que ce sont des gens très fortunés qui achètent la monnaie européenne ces temps-ci. Ce sont des barons du régime qui cherchent à transformer leurs avoirs en dinars algériens en euros, et sortir ainsi leur fortune du pays. Ce qui signifie qu'ils sentent que le bateau prend de l'eau, et qu'il est temps de se préparer à le quitter. En parallèle, on apprend que plusieurs ministres vendent actuellement leurs propriétés. Ce n'est pas encore le sauve-qui-peut, mais on n'en est pas loin. De même, le Premier ministre a clairement laissé entendre lors d'une conférence de presse qu'il comptait présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle, sans indiquer la date à laquelle elle se tiendrait. A signalé aussi un autre fait crucial survenu ces derniers temps qui indique bien que quelque chose de très important se manigance en coulisses. L'ex-premier ministre, Sid Ahmed Ghazali, qui était en poste sous la présidence de Mohamed Boudiaf, a très explicitement reconnu, pour la première fois, que ce dernier a été assassiné par ceux qui ne voulaient pas de sa venue à la tête de l'État. Ce qui signifie en clair que ce sont les hommes du pouvoir qui ont perpétré le crime. Khaled Nezzar, qui était ministre de la Défense à l'époque et chef des janvieristes, s'est senti visé et a répliqué que Ghazali aurait dû dire cela à l'époque devant la justice. Notons enfin que c'est un fonctionnaire de second ordre qui a annoncé au nom de l'administration américaine que les réformes annoncées par Bouteflika allaient dans le bon sens, confirmant ainsi que l'Algérie ne faisait pas partie des priorités des États-Unis. Comment le DRS a-t-il réagi à cette série d'événements ? Comme à l'habitude, on a eu droit au froid puis au chaud. Le froid, c'était la campagne médiatique déclenchée par le journal El Watan, proche comme on le sait du DRS, qui a créé la sensation en publiant dans son édition du 15 mars un article au contenu explosif qui lui est consacré précisément. Le DRS, armature du régime, exerce un contrôle systématique sur la société algérienne. Les services jouissent de larges pouvoirs qui s'exercent dans l'ombre et sans qu'ils soient soumis à un quelconque contrôle des instances démocratiquement élues, du reste inexistantes à cet effet. L'omnipotence de cette police politique rend hypothétique toute possibilité de changement démocratique dans le pays. Mais est-ce une fatalité ? Pas si sûr. Les autres pays arabes l'ont déjà bien compris. Ils n'en veulent plus et ils le montrent. Telles sont résumées certaines seulement des vérités assénées par le quotidien, si violentes que tous les observateurs se sont demandé si le journal n'avait pas changé de casaque, ou si Théophik n'était pas déjà parti ou était partant. Il s'agissait en réalité encore une fois, d'une opération machiavélique de la part du patron du DRS et de son équipe. En parallèle à la presse, il a fait dire par certains de ses représentants officieux que la reconversion des services de renseignement était inévitable, qu'il serait alors soumis au contrôle des instances élues démocratiquement, mais qu'il doutait des capacités du régime, celui de Bouteflika bien entendu, de se réformer de l'intérieur. Par cette campagne, le DRS a démontré à l'opinion publique qu'il jouait la transparence à fond, qu'il était disposé à accepter le changement, mais que le président était incapable d'opérer quelque changement que ce soit. Il a fait dire aussi par ces mêmes porte-voix que les pouvoirs de la police politique étaient en réalité entre les mains de la DGSN, Direction générale de la Sûreté nationale, et que celle-ci était sous le contrôle direct du président de la République. Toujours à l'instigation du DRS, d'autres médias se sont livrés à un véritable lynchage de Bouteflika, comme par hasard, ils étaient plusieurs à établir un bilan de sa présidence. Tous les pans de son activité ont été attaqués, avec un constat extrêmement sévère à la clé. L'impression générale est que les 12 années de pouvoir de Bouteflika ont fait de l'Algérie un pays fermé, sans vision ni stratégie, dans lequel les libertés ont été contractées jusqu'à l'étouffement et que le président a fait imploser les partis politiques pour supprimer toute opposition. Au plan économique, le constat est qu'il n'a aucune vision ni programme. Sa seule politique en la matière est de piocher dans la rente pétrolière, confortée par l'augmentation des prix du baril de pétrole, et couvrir ainsi les besoins vitaux du pays par l'importation. Sa politique étrangère n'est pas en reste. Le bilan qui en est fait est qu'aujourd'hui l'Algérie est en froid avec la France, avec son voisin le Maroc, absente sur la scène arabe, a tourné le dos à l'Afrique et s'est éloignée des États-Unis. L'étape suivante a été l'intervention sur le plan médiatique de Mohamed Chafik Mosbah. C'est un ancien cadre du DRS qui a effectué des études supérieures de sciences politiques, après avoir été libéré de ses obligations, dit-il.
Il se présente aujourd'hui comme politologue indépendant, au fait néanmoins, dit-il, de la manière d'agir et de réfléchir du DRS. Depuis le déclenchement des révolutions dans les pays arabes, MCM, il aime bien qu'on l'interpelle par ce diminutif, qui n'intervenait que rarement dans la presse, est devenu très bavard. À la mi-juin, il a été invité par le Centre des Relations internationales et études du développement, un think tank basé à Barcelone et présidé par un ancien ministre espagnol de la Défense, Narcís Serra, et y a présenté une communication ayant pour titre « L'armée algérienne face aux défis de la transition démocratique ». Il dit que pour s'assurer le contrôle total des forces armées, le président a remplacé la génération des généraux janvieristes sans payer de coûts politiques significatifs. La précision est importante, par de nouveaux chefs militaires qui lui sont totalement acquis et qui ne contestent pas sa démarche politique. MCM laisse ainsi clairement entendre qu'il n'est pas exact que Bouteflika serait otage des militaires, que bien au contraire c'est lui qui détient tous les pouvoirs et que l'armée ne fait que ce que le président lui dicte de faire. Dans la seconde partie de sa communication, MCM proclame que l'Algérie a autant besoin que les autres pays arabes de l'avènement d'une véritable société démocratique, et que pour ce faire les services de renseignement devraient se concentrer sur ce qui doit constituer leur véritable mission, à savoir la défense des intérêts du pays face aux dangers, menaces ou attaques dont ils pourraient faire l'objet dans les domaines politiques, économiques ou militaires. En un mot, le DRS devrait se focaliser beaucoup plus sur l'espionnage et le contre-espionnage que sur la répression ou le contrôle de tout le peuple. MCM affirme qu'en tant qu'ancien cadre des services de renseignement, il sait que tous les cadres et dirigeants de ces services sont convaincus de cette nécessité, mais c'est Bouteflika qui ne le veut pas. 2 exemples le prouvent, dit-il. Le DRS s'est opposé à l'entrée en vigueur de la loi sur les hydrocarbures, promulguée en 2005 par Bouteflika qui mettait les ressources du pays en hydrocarbures entre les mains des compagnies pétrolières étrangères. C'est également le DRS qui a déclenché en janvier 2010 l'enquête sur la corruption dans le secteur pétrolier et qui a abouti à mettre sous les verrous ou sous contrôle judiciaire la quasi-totalité des dirigeants de l'entreprise nationale des pétroles Sonatrach. Les paroles et les écrits c'est bien beau, mais ça n'éloigne pas le danger. Le rapprochement du président de la République avec le FI, d'un côté et avec le chef d'état-major, de l'autre, commence à inquiéter sérieusement le patron du DRS et son entourage qui risque d'en faire les frais. Ils décidèrent alors de passer au chaud, c'est-à-dire la violence. Le 23 juin dernier, une bombe artisanale explosait au passage d'un convoi militaire qui traversait la petite ville d'Azazga en Kabylie. Un militaire a été tué sur le coup, tandis que plusieurs autres étaient blessés. Les soldats sautaient en dehors de leur véhicule et partaient dans tous les sens, à la recherche de leurs assaillants. Pensant probablement que le terroriste qui avait déclenché la bombe se terrait dans les maisons alentours, ils pénétrèrent dans plusieurs de ces maisons, dont une villa appartenant au capitaine Mohamed Benkassi, un ancien de l'armée de libération nationale, qui serait, selon la presse connue et très respecté dans la région. Au cours de l'assaut, les soldats auraient blessé, semble-t-il, un manœuvre qui effectuait des travaux pour le maître des lieux. L'intéressé serait mort au cours ou à la suite de l'assaut, alors même que selon une certaine presse et en particulier celle totalement aux ordres du DRS, il serait un citoyen ordinaire, certainement pas un terroriste et n'aurait aucun lien avec les groupes armés de l'AQMI. En d'autres circonstances, on aurait dit tout simplement que l'armée a procédé à l'élimination d'un dangereux terroriste lors d'une bataille rangée. En parallèle, on a vu les habitants de la commune déclencher des marches, des sit-ins et autres manifestations très certainement orchestrées en sous-main par le DRS, pour que toute la lumière soit faite sur cette mort. Pour la première fois depuis le début de la guerre civile, l'armée est montrée du doigt. Le ministère de la Défense s'est vu dans l'obligation de déclarer qu'il s'agissait là d'une bavure, et qu'une enquête allait être ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et le déroulement d'une opération qui s'est soldée par la mort d'un homme. C'est incroyable. Jamais ni la presse, ni les citoyens n'ont accusé, ni dénoncé l'armée même dans le cas de bavures avérées ou de non-assistance à toute la population d'un village, comme dans le cas de Bentala quand plus de 400 personnes ont été tuées en une nuit avec l'accord tacite de l'armée. Il s'agit visiblement d'une opération destinée à mettre en ébullition la Kabylie de manière à déstabiliser le pouvoir,
celui de Bouteflika et de son nouvel allié, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah. Puis, on a constaté durant la période août-septembre un net regain du terrorisme. Il y a eu un attentat kamikaze contre l'Académie interarmes de Cherchell et des attaques aux lance-roquettes RPG-7 contre des hélicoptères stationnés sur le tarmac de l'aéroport de Jijel. La concomitance de ces deux attentats spectaculaires, très médiatisés, soulève un grand nombre d'interrogations. Elle laisse planer des doutes quant à l'identité des commanditaires et au but que l'on a cherché à atteindre par ces actions. Comme on le sait, Abdelaziz Bouteflika a mandaté une commission présidée par le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, pour collecter les avis de plusieurs personnalités politiques puis de lui proposer les réformes à initier en vue d'une plus grande transparence du système. Parmi ces réformes, il en est une qui a focalisé l'attention des partenaires. Il s'agit de l'activité partisane. Le point de blocage qui a provoqué une crise entre le DRS et la présidence concernait le statut à accorder aux partis islamistes, dont le FI tout particulièrement. Bouteflika tient coûte que coûte à réhabiliter le FI, tandis que les janvieristes sont foncièrement opposés à cette initiative. Il le soupçonne de vouloir remettre le FI sur pied afin de favoriser l'ascension politique de son frère Saïd qui s'appuierait sur ce parti pour s'imposer comme successeur de son aîné à la tête de l'État. Le bras de fer a duré plus d'un mois avant que les conclusions de la commission ne soient classées sans suite au niveau du président, qui a dû céder face aux généraux. Le FI continuera d'être interdit d'exercer la moindre activité politique. C'est durant la période de blocage des travaux de la commission qu'a eu lieu l'attentat contre l'Académie interarmes de Cherchell. Le doute quant à l'identité des commanditaires a été renforcé par ce fait bizarre relevé par le quotidien d'Oran qui a eu le courage ou la pertinence de constater que curieusement aucune des organisations dites de la famille révolutionnaire n'a condamné cet attentat, alors que c'est l'armée qui était visée. Quant au message délivré par l'attentat au lance-roquettes contre l'aéroport de Jijel, qui n'a entraîné, précision très importante quand on sait qui en étaient les destinataires, que de légers dégâts sur un hélicoptère seulement, ils étaient adressés aux forces de l'OTAN qui ont mené l'attaque contre la Libye du colonel Kadhafi. À noter que cet attentat a eu lieu au moment où se tenait à Nouakchott une réunion qui a regroupé les chefs d'état-major des 5+5, 5 pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Libye absente, et 5 de la rive nord de la Méditerranée, France, Italie, Malte, Espagne et Portugal. Il est arrivé, dirait-on à point nommé, puisqu'il a permis à l'Algérie de répéter ce qu'elle ne cesse de dire depuis quelque temps, à savoir que l'AQMI a mis à profit les événements intervenus en Libye pour s'équiper en armes de guerre qu'elle utilise en Algérie. Les délégués algériens à la conférence ont relevé que certaines de ces armes ont été distribuées par les puissances qui ont mené les opérations en Libye, et ont déclaré qu'il appartenait au CNT de contrôler ce trafic d'armes qui se fait depuis les stocks existants dans le pays. Les Américains se sont sentis visés, et ont répondu à cette accusation en déclarant que bien entendu il appartenait aux Libyens de contrôler les stocks d'armes qui se trouvent dans leur pays, mais que le seul trafic qu'ils ont détecté ne portait que sur des armes légères. Last but not least. Le retour surprise du général Touati aux affaires montre que le DRS cherche à contrôler tout ce qu'entreprend Abdelaziz Bouteflika. Le cerveau pensant des janvieristes, le général Mohamed Touati, El Mok, s'était retiré de toute vie politique depuis une année environ, après avoir passé une bonne dizaine d'années aux côtés de Bouteflika. Le clan des généraux l'avait, on se souvient, imposé comme conseiller du président, avec pour tâche essentielle de contrôler toutes les initiatives que celui-ci pouvait prendre. Le voilà qui reprend aujourd'hui ce rôle de garde-chiourme, après que le DRS l'ait désigné comme représentant de l'armée au sein de la commission Ben Salah, dont il est le vice-président. La confiance règne dans les rangs du pouvoir. Chapitre 5 – La position équivoque de l'Algérie dans le conflit libyen. L'Algérie a été montrée du doigt à plusieurs reprises depuis le déclenchement de la révolte en Libye. Ce fut d'abord le Conseil national de transition, CNT libyen qui, sans en fournir la preuve, a accusé l'Algérie de soutenir le régime de Kadhafi en lui fournissant des armes et des mercenaires. Cette accusation a eu, semble-t-il, un certain écho auprès de la coalition occidentale puisque vers la mi-juin,
le ministre français des Affaires étrangères Alain Juppé a effectué une mission en Algérie dans le but de s'enquérir de la position du gouvernement quant à ces informations. Il semble avoir été convaincu par son homologue algérien que l'implication de l'Algérie dans l'acheminement de mercenaires en Libye était une accusation infondée. Ce sont aussi les États-Unis qui ont affirmé par la voix d'un haut responsable du département d'État: nous disposons de rapports indiquant qu'un navire transportant des armes destinées au régime de Kadhafi a été autorisé récemment de mouiller dans un port en Algérie, et que ces armes sont actuellement en train d'être acheminées par voie terrestre vers la Libye voisine. À la suite de quoi, a-t-il dit, une enquête a été ouverte sur cette affaire. Puis, il a rajouté que le navire en question battait pavillon libyen, qu'il aurait fait escale le 19 juillet dans le port de Djenjen d'où ces armes auraient été convoyées par des relais de l'armée algérienne à travers le sud-est du Sahara vers la Libye et remises à des troupes fidèles au colonel Kadhafi. Selon une certaine presse algérienne, le 22 juillet, 2 fonctionnaires de l'ambassade américaine à Alger se sont rendus sur place au port de Djenjen et ont mené une investigation auprès des autorités locales et portuaires pour s'assurer de la véracité de l'information. Il semblerait que le rapport dont a parlé le responsable du State Department est constitué en réalité d'une série de photos prises par satellite par les Américains, ce qui laisserait croire que l'accusation est assez sérieuse. Signalons cependant que l'Algérie a un très gros programme d'armement de sa propre armée. On parle d'une vingtaine de milliards de dollars d'achats d'armes qui sont en cours. Il se pourrait donc qu'il s'agisse là de livraisons d'armes destinées à l'armée nationale, qui ont transité par le port en question, et qui ont été acheminées vers le sud algérien. Quoi qu'il en soit, que l'information soit exacte ou pas, le fait que les Américains aient déclenché une enquête sur cette affaire laisse entendre qu'ils doutent de la fidélité de l'Algérie, dont la position vis-à-vis des événements en cours en Libye a été jusqu'à ce jour si ambiguë, qu'elle a pu prêter à confusion. D'ailleurs, le régime ne s'est jamais senti à l'aise avec les différentes secousses qui ont ébranlé le monde arabe depuis le début de ce que l'on a appelé le printemps arabe. Ainsi par exemple, au motif de ne pas interférer dans les affaires internes de la Tunisie, le gouvernement algérien n'a pas soufflé mot lors de la chute de l'ex-président Ben Ali. Alors même qu'au vu et au su de tout le monde, il s'agissait d'un régime dictatorial, que même ses plus fidèles alliés, les États-Unis puis la France, ont fini par lâcher, voire le pousser vers la porte de sortie. Quant au pouvoir algérien, qui se prétend adepte de la démocratie, on sait que non seulement il ne s'est pas prononcé sur la révolte de la rue tunisienne, mais qu'il n'était absolument pas content de voir Ben Ali quitter de manière aussi piteuse le pouvoir. Bouteflika voyait en lui un modèle qu'il aurait aimé copier. Il a perdu en Ben Ali un ami, a-t-il déclaré. À ses yeux, Ben Ali et Kadhafi étaient les 2 chefs d'État arabes qu'il considérait comme des modèles à adopter en Algérie. Voilà des vrais hommes qui ont su mater leur peuple et leurs services de sécurité, et qui ont su apporter la paix et la prospérité à leur pays. Tel est le fond de la pensée de Bouteflika qui lui est arrivé assez souvent de révéler lors de discussions avec son entourage, voire face à des chefs d'États étrangers, auxquels il aurait conseillé de ne pas lâcher ces 2 dictateurs. L'autre raison pour laquelle Bouteflika a soutenu jusqu'à la dernière minute son ami Ben Ali, et soutient aujourd'hui Kadhafi, est celui de la crainte de la contagion à l'Algérie des révoltes intervenues dans ces 2 pays. Le président algérien se sent encerclé à l'heure actuelle, vu ce qu'il s'est passé aussi en Égypte avec Moubarak et que même au Maroc les choses ont commencé à changer. Le roi Mohamed VI a lui aussi décidé quelques réformes spectaculaires sur la forme mais timides sur le fond. Bouteflika, qui connaît bien le Maroc, sait qu'il s'agit néanmoins d'un changement d'attitude profond de la part du monarque marocain. Les responsables du DRS soutiennent Kadhafi pour d'autres raisons. Ils connaissent bien le personnage et savent qu'il est capable de tout pour se maintenir au pouvoir. Depuis le début de la révolte, il n'a cessé de clamer que s'il partait ce seraient les islamistes qui prendraient le pouvoir en Libye. L'AQMI est un épouvantail bien commode que l'on exhibe à tort et à travers qui fait peur aux membres de la coalition, d'où l'insistance de Kadhafi sur le sujet. On est convaincu au sein du DRS qu'il est capable de pousser l'AQMI à agir, à les aider financièrement et à leur fournir des armes si nécessaire. Il créerait le danger islamiste même s'il n'existait pas.
L'intervention médiatique de Saif al-Islam, qui a annoncé que son père avait fait alliance avec les islamistes de la région est de la Libye, la Cyrénaïque, pour combattre les rebelles, a été interprétée comme étant une première approche dans la mise à exécution des menaces du colonel. Dans le cas où Kadhafi irait jusqu'au bout de la voie qu'il semble vouloir suivre, il prendrait à coup sûr le contrôle total de l'AQMI compte tenu des moyens financiers dont il dispose. Du coup, le DRS se verrait complètement marginalisé pour ce qui est de la domination de la région sahélienne. Le DRS a déjà commencé à propager sa propagande sur ce thème, en utilisant un stratagème qu'il avait déjà utilisé par le passé en Algérie. La presse algérienne aux ordres du DRS nous apprend que voilà 3 mois, une commission d'experts internationaux a diligenté une enquête sur les événements de Libye, et a constaté dans un rapport secret qu'il y avait un lien direct entre la dégradation de la situation sécuritaire en Kabylie et le conflit libyen, qui profiterait à l'AQMI qui se ravitaillerait en armes et munitions. La commission en question est une délégation de 5 personnes du Centre international de recherche et d'études sur le terrorisme et d'aide aux victimes du terrorisme, CIRET-AVT, qui a fait un séjour en Libye à l'issue duquel elle a établi le rapport en question sur la base d'informations collectées sur place. Il s'agit en fait d'un organisme franco-algérien sur lequel le DRS et la DST ont une influence directe. Le président de ce comité est Yves Bonnet, ex-patron de la DST qui a de tout temps entretenu d'excellents liens avec le DRS. Son interlocuteur privilégié était le général Smaïn Lamari, ex-numéro 2 du DRS, décédé il y a 3 ans. La vice-présidente en est Saïda Benabiles, ex-ministre de la Solidarité nationale, dont les liens avec le DRS sont très solides. C'est à la demande de ce dernier qu'elle avait été nommée ministre par Bouteflika. En tant que chargée de la Solidarité nationale, elle a été en contact avec les familles de membres des groupes islamiques, des repentis notamment. À ce poste, elle était d'une grande utilité pour le DRS, auquel elle fournissait énormément d'informations qu'elle collectait de la part des familles, en jouant sur le plan de la compassion féminine vis-à-vis des mères, sœurs ou épouses. Au sein de la commission qui s'est rendue en Libye, il y avait ces 2 personnes accompagnées notamment d'assistants bulgares et belges. Au dire même de la commission, cela figure dans son rapport, le rôle de Saïda Benabiles a été prépondérant, car elle parle arabe et pouvait donc facilement communiquer avec les interlocuteurs libyens. Voici donc l'argument massu qui justifie la position du DRS. Il faut absolument aider Kadhafi à se maintenir au pouvoir. Son fils Saif al-Islam confirmera l'assistance des Algériens dans une interview dans laquelle il déclarait que l'Algérie a été constamment un fidèle allié de la Libye, contrairement à d'autres pays arabes dont les positions sont indignes. Mais Alger ne peut pas le soutenir ouvertement, il lui faut donc trouver le moyen détourné d'agir. On évite alors tout commentaire ou déclaration qui ressemblerait à une condamnation du régime libyen. De même que l'on résiste autant que faire se peut aux pressions qui poussent à reconnaître le CNT comme représentant du peuple libyen. Dans le contexte international du moment, on ne peut pas dire qu'il s'agit là de neutralité, mais bel et bien d'un soutien au régime de Mouammar Kadhafi. Quant aux moyens détournés de lui fournir des armes ou de l'assister en acheminant des mercenaires vers la Libye, le plus simple et le plus efficace que l'on ait trouvé est celui d'utiliser le Front Polisario. Celui-ci n'a plus que 2 soutiens importants à travers le monde, l'Algérie et la Libye. Sans leurs actions, ce mouvement aurait probablement disparu depuis longtemps et l'affaire du Sahara occidental aurait été réglée depuis belle lurette. Le Polisario a donc tout intérêt que les régimes actuellement en place dans les 2 pays perdurent et est prédisposé à aider son allié Kadhafi, notamment en hommes, ce qu'il ne peut pas faire sans la complicité de l'Algérie, vu que les volontaires sahraouis éventuels pour aller combattre en Libye doivent traverser l'Algérie de part en part. Les déplacements des Touaregs, des bandes armées de l'AQMI ou autres et des trafiquants sont tellement fréquents dans le sud algérien, que celui de mercenaires envoyés par le Polisario ne serait pas aisément détectable, y compris par des moyens sophistiqués tels que des satellites, des drones ou autres. Il n'en reste pas moins que l'on a de sérieux doutes à ce sujet, au sein de la coalition de l'OTAN qui mène les frappes aériennes sur la Libye. Alistair Burt,
ministre d'État britannique chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a tenu une conférence de presse à l'issue de la réunion de la Commission politique bilatérale algéro-britannique qui s'est tenue à Alger, au cours de laquelle il a déclaré qu'il y avait maintenant des raisons supplémentaires qui rendent urgent le règlement du conflit du Sahara occidental, ces raisons étant les autres problèmes de la région. Sachant que les Britanniques ne se sont jamais intéressés particulièrement à ce dossier, on comprend que l'urgence qu'ils ressentent est plutôt liée aux autres problèmes, et que les doutes qu'ils nourrissent quant à une collusion Libye-Polisario sont sérieux. Qu'un ministre britannique fasse une telle déclaration à Alger, en présence du ministre algérien des Affaires étrangères, n'est pas fortuit non plus. Ce dernier a bien compris qu'il s'agissait là d'un avertissement. Cependant, il n'est pas question de régler la question du Sahara occidental, et enlever ainsi cette épine du pied du régime marocain, que l'on accuse d'expansionnisme, d'autant plus que maintenir la tension aux frontières de l'Algérie justifie l'existence d'une armée et d'un pouvoir fort et par voie de conséquence assure la pérennité du pôle présidentiel et de celui des janviéristes. Chapitre 6 – Le dilemme des Algériens suite à la chute de Mouammar Kadhafi. Le pouvoir algérien était contre le changement de régime en Libye. Il continue d'adopter la même position après la disparition de Kadhafi, lynché par les rebelles libyens avec l'assistance de l'armée française. Il refuse toujours de reconnaître le CNT comme nouveau représentant du peuple libyen, et a accordé l'asile à une partie de la famille du colonel Kadhafi. S'agissant de la reconnaissance du CNT, les Algériens se cachent derrière un subterfuge, à savoir que l'Algérie reconnaît des pays et non pas des régimes. Mais que signifie en politique, un pays sans son régime? Un espace géographique uniquement? La Libye, en tant que zone géographique de l'Afrique du Nord, n'a nul besoin de la reconnaissance de l'Algérie pour continuer d'exister. Quant au fait d'accueillir des membres de la famille du colonel, c'est un geste humanitaire, dit-on. Il semblerait cependant que Bouteflika se serait résigné à admettre la nouvelle donne. Il donne l'impression d'avoir changé de position et serait disposé de reconnaître le nouveau pouvoir. Quand? On ne le sait pas, car un profond désaccord régnerait à l'intérieur du régime quant à la position à adopter vis-à-vis de la révolution libyenne. Le DRS freinerait des 4 fers craignant l'effet de contagion, d'où la très forte pression qu'il exerce sur le président et sur la diplomatie algérienne afin d'empêcher la reconnaissance du CNT comme nouveau détenteur du pouvoir en Libye. Il escompte négocier cette reconnaissance avec les grandes puissances, la France tout particulièrement, en contrepartie d'une garantie de protection des janviéristes contre toute représaille auxquelles ils seraient exposés en cas de chute du régime. Le hic, c'est que l'on ne sait pas trop comment entamer cette discussion avec les Français, car l'intervention de l'OTAN en Libye a non seulement permis de renverser le régime du colonel Kadhafi, mais a eu un autre effet plus dangereux et plus pervers aux yeux de l'Algérie. L'organisation atlantique se trouve aujourd'hui à ses portes. Le régime d'Alger se trouve ainsi face à une situation inédite qui lui fait très peur. Il craint d'avoir à subir à son tour un jour les foudres de l'organisation. Comme il est beaucoup trop faible, il ne peut ni élever la voix, et encore moins émettre la moindre protestation face aux puissances qui l'ont de tout temps soutenu et auxquelles il doit sa survie. Il est donc obligé d'accepter pour le moment le fait accompli et se taire. Du côté français aussi, on hésite, on tâtonne. On ne sait pas trop comment traiter l'exception algérienne puisqu'en apparence la rue ne semble pas vouloir bouger. La France a de tout temps nourri un sérieux complexe vis-à-vis de l'Algérie, un complexe qui date du temps de la guerre de libération et qui s'exprime aujourd'hui par cette hésitation entre les principes et les affaires. Il y a quelques 2 années déjà, on avait entendu Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères à l'époque, déclarer que les relations algéro-françaises ne s'amélioreraient que le jour où la génération qui a mené la guerre d'indépendance aura quitté le pouvoir. On vient d'avoir, ces tout derniers jours, un écho similaire qui atteste encore une fois de cette impuissance française face à l'Algérie. On a appris par la presse que des ambassadeurs de France en réunion à Paris auraient affirmé que le pouvoir d'Alger était une relique du passé et qu'il constituait un boulet pour la politique française au Maghreb. Le gouvernement français aimerait bien se débarrasser de ce boulet et voir les Bouteflika et consorts quitter le pouvoir, sauf qu'en tant qu'ex-puissance occupante du pays,
La France craint d'être taxée de visée néo-colonialiste si elle venait à tenter une quelconque action déstabilisatrice du régime d'Alger. Par ailleurs, après avoir raté le coche du changement en Tunisie et à un degré moindre en Égypte, le gouvernement français ne cesse depuis de clamer qu'il soutient le printemps arabe et la soif de démocratie exprimée par les foules du monde arabe. Il craint donc de commettre la même bourde en Algérie, car si la jeunesse algérienne venait à se révolter, il serait catastrophique pour la France d'apparaître comme ayant été l'un des meilleurs supports du régime depuis une trentaine d'années. Il existe donc bien un véritable dilemme qui taraude le pouvoir à Paris également, qui explique cette position d'attente. À Alger, on se dit qu'à quelque chose malheur est bon. L'analyse que l'on fait de la situation est qu'il est évident que ni la Grande-Bretagne, ni la France n'ont les moyens d'ouvrir un autre front. Elles n'ont pas non plus de raison objective de le faire tant que le peuple algérien ne se révolte pas. Elles n'ont enfin pas intérêt à créer ou à soutenir, dans l'immédiat, une situation de chaos en Algérie car le marché pétrolier serait sérieusement perturbé si deux gros pays producteurs du bassin méditerranéen venaient à connaître au même moment des phases de grande instabilité. Le pouvoir algérien nourrit par contre des craintes sérieuses quant à l'avenir. Il craint qu'après la fin du conflit libyen, la France sera beaucoup plus libre de ses mouvements, vis-à-vis d'un partenaire devenu un boulet et ne veuille alors se débarrasser de la génération qui a mené la guerre de libération. Il élabore alors des scénarios divers, sans oser avouer qu'il est trop faible pour résister à quelque type de pression. L'autre alerte est qu'il apparaît pour la première fois que les Américains douteraient de la capacité du régime actuel de se réformer. Le nouvel ambassadeur des États-Unis, qui a pris ses fonctions dans le courant de l'été, avait indiqué lors de prises de parole face à la presse que sa mission première était d'établir des liens directs avec des leaders d'opinion réellement représentatifs du peuple, en plus bien entendu des relations officielles avec le gouvernement. On dit, dans l'entourage de Bouteflika, que des officiels américains auraient ouvertement fait part à leurs interlocuteurs algériens, qu'ils pensaient que le peuple algérien ne faisait pas confiance à son gouvernement et que ses revendications étaient en réalité politiques et non pas matérielles, comme le déclarent les dirigeants. Autre nouveauté, les Américains ne seraient pas systématiquement contre l'admission des islamistes sur la scène politique. Ce sont là des positions inédites de la part de l'administration américaine, qui changent de la rhétorique à laquelle nous avait habitué l'équipe de George W. Bush. On se dit donc au sein du pouvoir qu'il ressort de tout cela que le changement n'interviendra que lorsque les grandes puissances en auront ainsi décidé. Il faudra alors savoir s'adapter à cette nouvelle donne. Les directives de Washington ont fini par tomber. L'Algérie, qui ne savait pas trop quelle attitude adopter face aux changements intervenus en Libye, a dû se rendre compte, dans la douleur, à l'évidence et reconnaître du bout des lèvres le nouveau pouvoir incarné par le CNT. Encore qu'en guise de reconnaissance, on a assisté à quelques rencontres furtives entre le ministre des Affaires étrangères Mourad Medelsi et son homologue libyen, à l'occasion de la tenue de quelques forums internationaux, dont une réunion de la Ligue arabe. À force d'atermoiements, c'est Abdelaziz Bouteflika en personne qui a subi un énorme affront à Doha lors d'une réunion au sommet des pays producteurs de gaz. Le président de la République d'une Algérie, d'ordinaire si intransigeante, a consenti un cadeau royal à l'émir du Qatar, le cheikh Ahmed Ben Khalifa Al Thani, en rencontrant sous ses auspices le chef du CNT Mustapha Abdel-Jalil. Le camouflet est d'autant plus grand que Mourad Medelsi disait peu de temps auparavant que le CNT n'était pas capable de diriger la Libye, et la presse rapportait que lors d'une réunion de la Ligue arabe consacrée à la Syrie, le ministre des Affaires étrangères qatari avait coupé la parole à son collègue algérien et l'avait menacé de représailles. Le jour où votre tour viendra, lui avait-il dit. Comment comprendre une telle attitude de soumission de la part d'Abdelaziz Bouteflika ? Il a fait ce gros cadeau à l'émir du Qatar, un pays lilliputien d'après lui, auquel il n'a jamais accordé aucun crédit, mais qui s'affirme de plus en plus comme un pilier de la politique américaine au Moyen-Orient, parce que Washington lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il cesse de mener une politique ambiguë vis-à-vis du CNT. Certains connaisseurs de la scène politique algérienne pensent même que la véritable raison du déplacement à Doha était bien celle-là, et non la réunion au sommet sur le gaz qui n'était qu'un paravent commode. Année 2012.
Chapitre 1 2012, l'année où tout peut basculer? L'année 2011 a été marquée par les divers bouleversements intervenus un peu partout dans le monde arabe. L'Algérie a échappé à ce tourbillon. Mais jusqu'à quand le régime va-t-il échapper au phénomène du dégagisme, qui a frappé d'autres pays? L'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche a entraîné des changements importants dans certains pays arabes, positifs dans le cas de la Tunisie et l'Égypte, négatifs en Libye et en Syrie, mais aucune répercussion particulière en Algérie. Le feu cependant couve sous la cendre. Le pouvoir avait considéré que les émeutes intervenues çà et là à travers le pays, durant quelques jours en janvier 2011, étaient d'ordre social, alors qu'il savait pertinemment que les jeunes qui avaient exprimé leur ras-le-bol exigeaient, à l'instar des autres foules arabes, des réformes d'ordre politique, un changement de système, plus de démocratie tout simplement. Tout le monde en Algérie a compris que la politique inaugurée par Barack Obama depuis son fameux discours du Caire était de pousser à une démocratisation du monde arabe. Une démocratisation qui ne devrait cependant pas dépasser certaines lignes rouges et donc rester sous contrôle américain. On a également compris que les États-Unis avaient décidé de s'accommoder de la présence de partis islamistes dans les rouages des pouvoirs au Moyen-Orient et au Maghreb. Enfin, si l'Algérie n'a pas été touchée par le mouvement de révolte qu'ont connu d'autres pays arabes, il n'en reste pas moins que le régime sait que la situation peut changer du tout au tout au moment où il s'y attendrait le moins. C'est pourquoi Bouteflika avait annoncé, dans le courant de 2011, le lancement de réformes que l'on a fait traîner durant une année entière, mais la pression américaine se faisant de plus en plus forte, il s'est vu obligé de passer à l'action. Le premier acte d'ouverture. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.